Mais c'est la même chose en milieu organisationnel. Que ce soit la qualité de votre processus de sélection de personnel, que ce soit votre plan d'action sur 5 ans, que ce soit votre projet d'expansion, le succès n'est jamais garanti. Pourquoi? Parce que l'environnement organisationnel est incertain, aléatoire et ambigu. Incertain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes jamais capable de prédire, par exemple, qu'un consommateur achètera votre nouveau produit. Par exemple, dans les années 80, pour rivaliser avec le quart de livre de McDonald's, IW a eu la brillante idée de lancer le tiers de livre. Un hamburger de meilleur goût avec plus de viande au même prix que le quart de livre. Résultat, échec monumental. Savez-vous pourquoi? Parce que les consommateurs ne voulaient pas payer le même prix qu'un quart de livre et avoir moins de viande. Quoi? Eh oui, on est vraiment mauvais en fractions. Les gens pensaient qu'un tiers était inférieur à un quart. Ça, c'est de l'incertitude. Aléatoire, il n'y a pas une journée où qu'une organisation n'a pas un événement dont il n'y a aucun contrôle qui vient changer le cours de direction de son entreprise. Prenons l'exemple de l'Empire Salvaille, qui emploie 11 personnes à temps plein et 900 contractuels. Suite au scandale Éric Salvaille, boum, plusieurs d'entre eux ont perdu leur emploi. Situation complètement imprévisible il y a quelques semaines. Ambigu. C'est quoi l'ambiguïté? Je te donne une pièce d'information, tu t'attends à une réaction particulière, mais c'est l'inverse qui se produit. Par exemple, imaginez-vous en janvier 2016. Je vous dis, cette année, le Brexit va passer au mois de juin. C'est-à-dire que le Royaume-Uni va voter pour se retirer de la communauté européenne. Quelques mois plus tard, Donald Trump va rentrer président des États-Unis. Tu vas me dire, t'es un malade. Bien, en plus de ça, malgré ça, le marché boursier canadien va gagner 20 en 2016. Ça n'a pas de bon sens, Michel, tu es un malade. Ce qui est malade, c'est vraiment de penser, de faire des prévisions et des prédictions et s'imaginer qu'on va avoir raison souvent. Selon une analyse de 28 000 prédictions effectuées par 300 experts politiques, le taux de succès révèle que tu as une chance sur 2 ou pas mieux que de tirer un 25 cents dans les airs. Alors, le problème, c'est qu'on en fait constamment des prédictions et des prévisions en entreprise. Puis en plus, écoute, c'est le fun. Pourquoi? Parce que Jason Zweig, journaliste du Wall Street Journal, te dit on a autant d'excitation neurologique à faire une prédiction que de consommer de la drogue et de jouer au casino. En plus, on adore avoir confiance en nos moyens. 75 des gestionnaires de portefeuille se croient au-dessus de la moyenne en ce qui concerne la qualité de leur travail. Selon une étude, 93 des étudiants américains se croient au-dessus de la médiane en ce qui a trait à leur habileté de conduite automobile. Et en plus, nous sommes des gens qui adorons avoir contrôle. Saviez-vous que les gens sont prêts à payer 4 fois le prix pour un billet de loto s'ils choisissent leur propre numéro? Quand même incroyable. Et par rapport à ça, j'ai une belle anecdote. Dans les années 70, l'Espagne avait une loterie nationale. Puis à chaque fois que quelqu'un gagnait la loterie, on l'amenait à la télévision pour lui demander comment il avait choisi ses chiffres. Comme ça serait intéressant. Et là, le gagnant se pointe, puis il dit, pour mes 2 derniers chiffres, bien écoute, mon chiffre préféré, c'est le 7, et j'ai rêvé au chiffre 7, 7 nuits consécutives, 7 fois 7, 48. Quoi? 48? Pour ceux qui n'ont pas de calculatrice, 7 fois 7, ça donne 49, mais malgré tout, il est quand même devenu millionnaire. Alors, le problème, c'est que, étant donné qu'on aime faire des prédictions et des prévisions, qu'on adore avoir confiance en nos moyens, puis en plus, on veut avoir le contrôle, ce qui arrive, c'est que quand ça ne va pas de notre bord, on le prend personnel. On perçoit ça comme un échec, comme une perte, une insulte à notre intelligence, une insulte à notre ego. Puis en finance comportementale, qui est l'analyse du comportement humain à la bourse, il y a un concept qui s'appelle l'aversion aux pertes. Et ça, ce que ça dit, c'est qu'une perte a une douleur émotionnelle 2 fois plus importante qu'un plaisir ou un gain similaire. Alors, quand quelqu'un t'appelle et te dit « C'est pas grave, Michel, ta blonde t'a laissé, 1 de perdue, 10 de retrouvée », c'est pas vraiment vrai. Parce qu'évidemment, tu as un deuil, tu as une séparation, ça fait mal. C'est pas pour rien que les facteurs les plus stressants dans une vie, c'est quoi? C'est un congédiement, un décès, un déménagement, un divorce, puis une maladie. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de misère à composer avec l'échec, avec une perte. Puis souvent, on utilise des moyens pour ne pas vivre ces situations-là.
Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais comportemental, qui est une erreur de jugement qui fait qu'on ne se comporte pas de façon rationnelle.